Bienvenue à tous dans cet épisode où l'on va plonger dans l'un des plus grands fléaux du XXIe siècle, les arnaques et les manipulations boostées par l'intelligence artificielle. Vous avez bien entendu, on parle d'escroqueries qui ne nécessitent plus de faux papiers ni de braquage à main armée, juste quelques lignes de code et une IA bien entraînée. Vous pensez être à l'abri ? Vous êtes sûr que cette vidéo scandaleuse d'un politicien est vraie, que cette voix au téléphone est bien celle de votre patron ou de votre maman, ou même que votre propre image ne circule pas quelque part dans un deepfake douteux? Vous en êtes sûr? Bien sûr. Attention, les escrocs ne se contentent plus de vous envoyer des emails de princes nigérians. Ils créent des clones vocaux, manipulent des images, truquent des vidéos en direct et le pire, ils sont déjà en train d'infiltrer la politique, la finance, la cybersécurité et même nos vies personnelles. Alors comment on fait pour ne pas se faire avoir? Comment on fait pour détecter le faux dans un monde où l'image et le son ne sont plus des preuves? Qui contrôle ces technologies? Comment on fait pour savoir? Et surtout, est-ce qu'on peut encore faire confiance à ce que l'on voit et on entend? Restez avec nous parce qu'aujourd'hui, dans cet épisode du podcast, on va démonter les nouvelles stratégies des arnaqueurs 2.0, on va essayer de comprendre leurs armes et peut-être de vous donner les clés pour éviter de tomber dans leurs pièges. Arnaque et putaclic, accrochez-vous, ça risque de piquer. Connected Mate. Pour cet épisode, je ne suis pas venu seul, non, je suis accompagné de la fidèle équipe. Oui, il y a Christian Bellala, le chef d'orchestre de la protection des données autour de la table. Bonsoir Christian. Bonsoir PPC, bonsoir à tous et à toutes. Ravi de te retrouver. On enregistre ce 1er avril, on enregistre l'épisode, donc peut-être qu'il y aura quelques folies. Deuxième incontournable de ce podcast, Jean-Emmanuel Serré, un designer qui met de l'humain dans les choses de la vie. Et qu'est-ce que c'est important d'avoir des choses de la vie, de l'humain et des designers. Bonsoir Jean-Emmanuel. On l'a perdu ? On l'a perdu. Eh ben oui, il veut bien monter. Ben non, il n'était pas monté. Il fallait peut-être que je l'invite. Je sais pas, il est monté et sorti, je pense. Bonsoir Jean-Emmanuel. Salut. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip. Bonsoir tout le monde. C'était le premier poisson d'avril de la soirée. Magnifique. Il est accompagné de l'ami Charles Nastorg, un assembleur de bullet business dans le B2B en tant que communicant. Bonsoir Charles. Bonsoir PPC. Bravo pour ton visuel, il est vraiment génial. Je sais qu'il t'a plu. En plus, on en a fait une version animée que celles et ceux qui nous suivent sur TikTok pourront voir aussi. Last but not least, Alice, c'est pas facile à dire, consultante, prof de com, elle fait parler les data et elle en parle beaucoup aussi. Bonsoir Alice. Bonsoir PPC, bonsoir les mates, à toutes et toutes sur TikTok et dans le futur dans le podcast. Et oui, dans le futur, dans le podcast, c'est clair. Alors, ça ne vous a pas échappé, quand j'ai parlé du titre de cette émission, on s'est plutôt marré avec la rédac, on l'a appelé Arnaque et putaclic. J'ai dit putaclic tout à l'heure. Alice, tu as une super définition de ce concept. Ouais, c'est plaisir d'inventer de nouveaux mots ensemble. On s'est d'ailleurs, comme tu le disais, bien amusé en préparant l'émission à brainstormer sur le titre et la définition donc, que je vous propose. Putaclic, non masculin, contenu dopé à l'IA, conçu pour maximiser les clics, plus intelligent, mais toujours aussi racoleur. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup. Ça donne un peu la tonalité. Christian, Ouais. de ton côté, t'as réagi comment à cette définition? Comment tu réagis? Écoute, moi j'adore cette définition d'Alice parce que ça correspond vraiment à ce qu'on veut en faire, ce qu'on en pense et ce qu'on va en dire en fait. Mais c'est vrai que je me pose des questions, du coup je trouve que ça amène quelques questions, hein, parce que c'est une définition, évidemment on s'interroge. Donc s'il n'y a pas quelque chose qui se glisse derrière tout ça, donc peut-être nos fils d'actualité, peut-être on va parler de vidéos, de vraies vidéos, de fausses vidéos, qu'elles soient virales ou pas. Et je me demande s'il n'y a toujours pas quelqu'un qui se cache derrière, soit une machine ou soit un humain. Et je me demande si ça serait pas un ennemi ou peut-être un ennemi, comment dire? Moi, je vais laisser la parole. À Charles, qu'est-ce qu'il en pense, Charles? Ennemi ou pas ennemi? Moi, je vois un ennemi, voire même un ennemi multiforme. Il y a des escrocs humains, il y a des machines d'IA génératives et parfois il y a des mercenaires hybrides au service d'État et ce sur n'importe quel sujet dans notre quotidien. C'est ça qui devient fou. C'est plus simplement lié à notre argent. Parfois, c'est aussi lié à des données personnelles. Magnifique. Alors moi, je suis allé poser cette même question. Quelle serait la définition d'une IA? Je vous laisse l'écouter. Putaclic, c'est une IA tellement futée qu'elle pond des titres accrocheurs comme un pro du clickbait. En gros, c'est l'IA qui te fait cliquer et après, elle te glisse « T'as vu, je suis plus maligne que toi ».
Pas mal ça. Pas mal. Qu'il en pense quoi, Jean-Emmanuel? Jean-Emmanuel, il se pose vraiment des questions sur quel est l'avenir de la pensée de l'homme si des IA arrivent à nous faire des choses comme ça. Waouh, ça, le débat est super lancé et merci à toutes celles et tous ceux qui sont avec nous en direct sur TikTok. Je pense à Hubert qui dit cliquez pour voir PPC en position très délicate devant sa caméra branchée par erreur. Merci, ça sent déjà le poisson d'avril et c'est bon. Cliquez mes amis. Merci pour vos commentaires, on va les lire puis on vous fera aussi monter pour échanger avec nous. Si on prend un peu de recul sur ces arnaques et dans tout genre à l'ère de l'IA générative, qu'est-ce qui est en jeu selon vous? Et je vais demander à Jean-Emmanuel de nous dire qu'est-ce qui est selon toi en jeu. En fait, ce qui est en jeu, c'est les voleurs, les usurpateurs, en fait, ces gens-là, c'est des gens ce sont des entrepreneurs qui s'ignorent pour moi parce que quand je vois toutes les créativités qu'ils sont capables de faire pour arriver à voler nos données, je me dis c'est dommage que ces gens-là s'évertuent dans le mal alors qu'ils pourraient faire tant de bien. Voilà. Mais bon, après, c'est également se préparer, il faut qu'on se prépare un petit peu à bien se protéger parce que voilà, chacun de nous peut être mis face à cette problématique. Donc voilà, il faut faire attention. Ouais, faites gaffe, c'est sûr, c'est important. Alice, qu'est-ce qui est en jeu selon toi? Ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Ce qui est en jeu, c'est notre capacité à distinguer le vrai du faux, à conserver notre esprit critique face à des contenus trompeurs qui sont et qui seront toujours plus sophistiqués. C'est aussi la préservation de la confiance dans nos interactions digitales, pro comme perso. Et plus largement, c'est notre sécurité collective parce que les nouvelles formes d'arnaque, elles visent pas seulement les individus, mais aussi les institutions, les entreprises, les démocraties même. Enfin, dans le cas où c'est pas elles qui sont à l'origine des fakes, là c'est encore une autre sauce. Mais pour résumer, je pense que l'enjeu c'est d'apprendre continuellement à décoder les pratiques pour protéger nos données, nos identités et même nos opinions. Ouais, décodons. Et puis les opinions aussi, c'est important qu'elles puissent exister. On en reparlera aussi. Charles, qu'est-ce qui est en jeu selon toi? Allez, je pense qu'il y a un enjeu un peu existentiel entre l'homme et la machine, parce que dans les nouveaux process d'arnaque, finalement, l'humain devient le maillon faible, mais sans lui, rien ne se fait. Donc l'enjeu, c'est la faiblesse de l'humain, comment tu la minimises. Et si on va un peu plus loin, comment changer la place de l'humain dans les process? Est-ce qu'on va vers moins d'autonomie pour lui et plus pour les machines? Parce qu'on pourra plus facilement faire confiance à une machine qu'à un être humain. Donc, à méditer. À méditer, effectivement. On va laisser le micro à Christian. Bien écoute, quels sont les enjeux? Alors c'est vrai qu'il y en a, on les a déjà énumérés, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on pourrait durer longtemps là-dessus. Alors c'est vrai qu'il y a le développement des intelligences artificielles, ça c'est un grand enjeu. Donc on en parlera sur les aspects défensifs, parce qu'on a un petit peu là on amène le terrain des IA malveillants, mais du coup il y a aussi les IA qui vont aussi nous aider contre les IA malveillantes, et puis donc surtout les personnes qui sont derrière. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux, donc effectivement donc financiers, social, donc ça on va en reparler. Donc, il y a beaucoup d'escroqueries, et puis c'est vrai que ça va très 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 vite. Et il y a un gros enjeu, donc ça on en parle beaucoup. C'est l'aspect du coup réglementation. On est pas très bien équilibré dans le monde, donc je vais pas refaire la planète, comment elle est séparée, mais c'est vrai que c'est très 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 difficile. Donc c'est vrai que l'actualité est encore plus dure. Donc il y a un grand enjeu réglementaire et puis éthique évidemment. Et c'est vrai que là il y a une grosse sensibilisation à faire pour nous tous. Merci beaucoup Christian. Je suis pas réussi à faire de la synthèse. En fait, moi je me suis dit j'ai trouvé 6 enjeux en fait. Parce que je pense que c'est juste monumental ce qui est en jeu et ce qui se joue pour de vrai. Le premier, c'est la vérité elle-même. C'est-à-dire qu'on ne peut plus distinguer aujourd'hui le vrai du faux et tout devient manipulable. Ça, c'est le premier enjeu, c'est cette vérité. Rappelez-vous Saint Thomas, on disait ouais, on croit que ce qu'on voit. Aujourd'hui, bien malin, celui qui pourrait dire que telle ou telle vidéo, telle ou telle photo est finalement une réalité. Il y a quelques années déjà et quelques mois, on voyait effectivement des bras à 6 doigts ou 7 doigts, etc. Aujourd'hui, c'est une perfection incroyable et ça va encore plus loin. Ça, c'est le premier enjeu, c'est la vérité elle-même. Deuxième enjeu, c'est la confiance en fait, et ça vient éroder toutes ces arnaques, tous ces deepfakes, tous ces sujets viennent éroder la confiance dans les institutions, la confiance dans les médias, la confiance aussi peut-être dans les relations humaines. Et tout ça, on sent que
peut-être pas loin de pouvoir s'effondrer. Donc attention, parce que la confiance est socle de tout. Troisième enjeu, la démocratie. On voit bien une élection peut-être sabotée par une vidéo truquée, diffusée 48 heures avant le vote, et même juste pendant les votes. Les réseaux sociaux laissent tout passer. Donc là, un sujet démocratique. Le quatrième enjeu, c'est plutôt l'identité. Votre propre identité, notre voix, votre image, votre nom peuvent être volés, peuvent être clonés, peuvent être détournés. Et ça, sans que vous le sachiez, chaud bouillant. Cinquième enjeu, c'est plutôt la justice. Est-ce qu'il y a une preuve vidéo, audio qui peut être falsifiée ? Comment on peut juger équitablement ? Et puis le sixième, et c'est pas le moindre, le pouvoir de nuisance. Une IA entre les mains d'un escroc ou d'un État mal intentionné devient une arme de destruction narrative massive. Bref, en résumé, c'est peut-être pas juste une question technologique, c'est probablement un basculement civilisationnel. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et c'est Hubert qui nous dit dans les commentaires, on revient au test de Turing pour déceler une IA ou un humain. Je ne sais pas Hubert, parce que je pense qu'on peut même arriver à trouver des moyens de contourner. Stéphane nous dit sur la confiance, il se pose vraiment la question de ce que ça va donner sociologiquement. Beau sujet, qu'est-ce que ça va donner ? Il n'y a pas photo. Le bon vieux temps, Alice, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ? Non, mais c'était quand je rebondissais sur une expression que tu avais donnée, et donc oui, pendant longtemps c'était l'expression il y a pas photo. Maintenant quand on voit clairement, c'est plus du tout. Voilà, faut plus uniquement croire ce qu'on va voir ou ce qu'on va entendre. Va falloir fact-checker comme on va le voir aujourd'hui. Allez, on passe peut-être aux exemples. Je pense que ça fait du bien. Et pour lancer le bal, je vais demander à Christian de nous donner un exemple d'un truc un peu fou que tu as vu toi. Allez, tous en piste. Écoute, j'ai un bel exemple qui est resté en tête et que je redonne un petit peu partout, surtout au bureau en fait. C'est un exemple qui revient. Donc, je vais vous remettre dans le contexte. C'est quand on est en monde d'entreprise, on fait beaucoup de visioconférences. Je crois qu'on fait ça depuis 5 ans, exactement d'ailleurs. Donc on habite aux visioconférences, donc on allume sa visioconférence, on a des visages familiers qui apparaissent. C'est nos collègues avec qui on travaille. Et puis là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien, on discute, il y a des demandes qui sont faites. Et puis il y en a un donc dans l'assistance qui demande des précisions sur le fonctionnement, etc., sur des précisions financières. Tout plein de détails pour pouvoir faire en fait des ordres de virement. Donc là, je pense que vous m'avez vu arriver. Donc c'est l'affaire qui a fait donc pour une multinationale britannique. C'était l'affaire Arup, de nom. Je sais pas si on prononce bien le nom, mais voilà. Donc c'était une escroquerie super bien montée. Donc ça a coûté quand même 25 millions de dollars qui ont été perdus en quelques clics. Ça a été super rapide. Et c'est vrai que le deepfake était tellement bien monté, donc c'est vrai que là il y a eu du social engineering qui a été monté. Donc la personne qui s'est fait avoir dans le deepfake, c'est qu'il avait plusieurs collègues, mais c'était que des intelligences artificielles qu'il avait en vision. C'était pas du tout ses collègues. Et puis donc plus la pression de la hiérarchie, mais qui était pas son vrai chef sur le point visio. Du coup ça a enchaîné du coup, et ça a été vraiment bien joué. C'est vrai que là on voit la puissance de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Alors, je tiens quand même à préciser que c'est pas une intelligence artificielle qui a fait ça toute seule. Donc, on en parle souvent avec la création. C'est pas elle qui a eu l'idée. Donc, c'est quand même des humains derrière qui ont lancé, qui ont organisé, qui ont créé ce système. Et c'est vrai que l'IA, par contre, a été là un outil, mais vraiment redoutable. Outil redoutable. Alice, toi, qui adore en fait les acteurs californiens, t'as repéré quelque chose ? C'est un exemple dont je pense que vous avez tous entendu parler, à savoir l'affaire du faux Brad Pitt, qui peut sembler tellement invraisemblable et pourtant pas. Donc ça démontre bien que de nombreuses personnes peuvent se faire avoir. Pour résumer, pour ceux qui l'ont pas, c'est Anne, une Française de 53 ans qui a été victime d'une arnaque sentimentale par des escrocs qui se sont fait passer pour l'acteur américain. Et pendant 1 an et demi, elle a été manipulée et au total, elle a versé 830 000 €, donc toutes ses économies, l'argent d'un héritage et d'un divorce. Elle avait d'abord été contactée sur Instagram par un compte qui prétendait être celui de Jane Eta Pitt, la mère de Brad Pitt, puis d'un autre compte soi-disant celui de Brad Pitt. Et donc, les arnaqueurs, ils ont utilisé des poèmes, des grandes flatteries et surtout des deepfakes pour crédibiliser leur arnaque, faire croire à une histoire d'amour et extorquer cette somme en prétendant
En fait, ils se sont servis de soi-disant difficultés financières passagères qui seraient liées à son divorce et à un cancer. Et Anne y a cru. Et d'autres aussi, qui ont laissé ou moins de plumes ou qui ont eu trop honte pour l'avouer. Et donc, aussi dingue que ça puisse paraître, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Et rappelez-vous, comme tu citais au tout début, en introduction, les arnaques aux héritages par mail d'un inconnu qui affirmait avoir touché un gros héritage et qui cherchait un contact en France contre rémunération, ou alors les mails qui promettaient qu'on était gagnant d'une grosse loterie. Et j'avais croisé une étude récente de l'INSEE qui révélait qu'il y avait quand même 14 millions de personnes en France qui rencontrent des difficultés avec le digital. Et quand on regarde dans le détail, c'est 28% des utilisateurs d'Internet français de tout âge qui possèdent des compétences numériques dites faibles et 15% de la population qui sera en situation totale d'illectronisme et 62% des plus de 75 ans qui sont concernés. Donc ces chiffres quand même qui illustrent bien la grande vulnérabilité d'un paquet de monde face aux arnaques numériques. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou et on en parlera parce que et je vois dans les commentaires, c'est Ati qui nous dit qui dit si vous pouviez rappeler à vos auditeurs que les images y être faites grossièrement et diffusées sur Facebook sont surtout des niches pour les arnaqueurs. Ils se servent de ces pages qui publient de la photo pourrie, mais pour regrouper des personnes plutôt naïves qui connaissent pas le sujet. Puis après, ils vont aller viser des personnes qui sont particulièrement susceptibles de se faire avoir. Voilà, ça va jouer aussi sur la sensibilité et la capacité de personnes, et tu le décrivais, et ce cas du faux Brad Pitt, finalement, bien malin celui qui dit « ouais, je me serais pas fait avoir ». Vous voyez, c'était bien tricoté, ils sont très très forts. Allez, autre sujet, on peut parler peut-être de l'audio truqué de Joe Biden en 2024. Je ne sais pas si vous en rappelez, elle avait été utilisée pour décourager les électeurs de voter. Ça coûte combien de faire ça ? Moins de $1. Vous voyez, donc c'est-à-dire que ce n'est pas un problème de barrière à l'entrée au niveau de l'investissement financier. Après, il faut organiser, je dirais, une viralité. Mais vous voyez, pour moins $1, une capacité à décourager des électeurs de voter, on voit bien, il y a toujours ce jeu, finalement, entre les arnaques, la politique, l'extorsion de fonds. Tout ça, ça tourne ensemble. Jean-Emmanuel, tu es parti chercher une loi, la loi de Brandolini. De quoi s'agit-il ? Oui, en fait, souvent quand on se connecte sur les réseaux, on voit des fake news, des titres, des petits à clics, il a perdu, il ne s'est pas arrêté, il a perdu son truc, machin. Et en fait, il y a cette fameuse loi de Brandolini qui dit qu'en fait, j'aime bien, c'est que en fait, il faut une quantité d'énergie nécessaire pour réfuter une fausse information. Ou une idiotie est largement supérieure à celle requise pour la produire. Ça veut dire qu'en fait, tu vas passer plus de temps à essayer de gommer ou d'expliquer quelque chose qui a été dit, mais qui a été fait. C'est une insulte à $1 ou une vidéo à $1. Et combien de temps et d'argent tu vas devoir dépenser pour dire que c'est pas vrai, en fait. Ouais, donc la loi de Brandolini, rappelez-vous, c'est beaucoup plus rapide de détruire une réputation ou de foutre un beans que de ramer pour essayer de récupérer, je dirais, son honneur. Voilà, bon, ça peut tous nous toucher. Vous ne le saviez peut-être pas, mais en ce 1er avril, je crois qu'on peut le dire, Charles Nastorg est aussi disque jockey et il veut nous parler de Bob Sinclair. Oui, mon grand ami Bob, avec qui j'ai l'habitude de temps en temps à Saint-Tropez de faire quelques remixes, pour quelques gens très très fortunés. Non, blague à part, effectivement, je pense qu'on a tous en tête le buzz qu'avait fait Bob Sinclair suite à une publication. En fait, lui-même est plutôt actif sur TikTok et il est assez critique vis-à-vis d'effectivement de tout ce qu'on peut voir et des jugements qu'on peut avoir. Et il s'est dit qu'il allait profiter de ces réflexes que l'on a aujourd'hui sur les réseaux de croire très rapidement ce que l'on voit, de commenter rapidement ce que l'on voit sans trop faire de recherche. Et il s'est fait refaire le visage. Et
La première vidéo qu'il avait postée datait du 11 janvier et ça a fait des millions de vues sur toutes les photos. C'était assez hallucinant. Je crois qu'on parle de plusieurs vingtaines de millions de vues par vidéo sur TikTok. Ce qui est quand même quelque chose d'assez important, même si sur TikTok, quelque chose de viral peut aller très vite en millions. Mais là, plus de 20 millions, c'était assez énorme. Et au moment de la sortie de son nouvel album, il y a un clip en fait qui dévoile la raison et qui montre que dans le clip en fait il se fait arracher son masque et que c'était complètement faux. Et l'idée de Bob Sinclair derrière ça, c'était une manière, c'était une gentille arnaque qui avait surtout pour vocation de faire dire à tout le monde attention déjà d'une part aux dérives de la chirurgie esthétique, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec les nouvelles générations, mais surtout de se garder de juger constamment les gens qui ne nous ressemblent pas. Parce qu'effectivement, quand on regardait les commentaires sous la vidéo avec son masque, en fait, il y en avait certains qui pensaient que effectivement c'était complètement faux, et puis il y en a d'autres qui commençaient à se dire non mais c'est n'importe quoi, enfin qui tombaient vraiment à pieds joints dans le trap. Et puis en plus lui en jouait en faisant des petites vidéos de manière récurrente. C'est intéressant parce qu'en fait il utilise les techniques des arnaqueurs pour justement dénoncer ce genre de dérives sur les réseaux. Et heureusement, enfin c'est une leçon agréable. Malheureusement, ça ne suffira pas. On sait que, comme vient de le dire Jean-Emmanuel, il faut encore plus de pédagogie et d'instruction sur les dérives et les risques des arnaques pour que les gens soient plus armés, en tout cas, face à ces dérives. J'ai une IA qui vient de taper à la porte du studio et je crois qu'elle a un message pour toi, Charles. Alors, Charles, Bob Sinclair, vraiment, si c'était censé être un poisson d'avril, c'est raté. Même lui n'aurait pas validé ce fake, c'est dire. Ouais, t'en penses quoi ? Oui, bah écoute, c'est pas parce qu'il me suit sur TikTok que forcément on est copains. Je suis d'accord avec toi. Ça se trouve, c'est une IA qui vient de m'ajouter sur ses abonnés et tout ça. Voilà, tiens, allez, il y a notre ami Hubert qui est dans la room, voilà, qui nous dit la chasse aux brouteurs ou aux scam hunters sont des succès sur YouTube. Et oui, c'est vrai que c'est aussi, il y a ce côté reverse. Hein. Voilà, on l'a invité, on verra s'il peut monter notre ami Hubert. On peut partir en attendant que certains d'entre vous, s'ils veulent monter, viennent nous faire un grand coucou et puissent participer. Sinon, n'hésitez pas dans les commentaires. On va peut-être passer au sac à questions, voilà. Et je vais démarrer peut-être avec une première question. Je la poserai à Charles. Voilà, c'est parti. La question est la suivante. Allez. Les victimes d'arnaque par IA sont-elles, selon toi, trop crédules, ou est-ce que c'est la technologie qui est devenue trop convaincante ? Alors, la crédulité, aujourd'hui, la crédulité va surtout dépendre, va beaucoup dépendre de notre niveau de connaissance, mais surtout de notre état émotionnel du moment. Il y a quelques années, on avait des arnaques Amélie par mail, donc pas encore par SMS et autres, mais qui étaient très grossières. Je veux dire, les logos correspondaient pas, l'URL, il y avait des fautes d'orthographe, ça se voyait que c'était pas vraiment, c'était pas un vrai mail et que ça allait être une arnaque. Et donc, du coup, pour des esprits avertis, on se faisait jamais avoir, même fatigué. Je m'inclus dedans parce que je travaille dans les nouvelles technologies depuis un moment et j'ai été rapidement sensibilisé à ça. Le problème aujourd'hui, c'est que l'IA a changé les règles. Déjà sur les fautes d'orthographe, c'est plus compliqué de faire des fautes quand on a autant d'outils pour pouvoir effacer ce premier indice qui peut nous donner des bonnes pistes pour voir si c'est une arnaque. Et peu importe si on a des connaissances ou non, on va se faire avoir on peut se faire avoir sur le premier palier du coup. 0 faute d'orthographe, une URL crédible, une en-tête pro avec les bons logos. Et on pourrait se dire, tiens, allez, on va cliquer. Et c'est après qu'on va commencer à comprendre que quelque chose cloche. Quand on a l'habitude, par exemple, vous savez, quand on reçoit un mail par rapport à une amende qu'on doit payer et qu'à un moment donné, ça nous demande plus d'informations que ce qui est d'habitude, ou tiens, c'est bizarre, je rentre une information au hasard et ça me ressort quelque chose au hasard derrière. Enfin, les outils de vérification ne sont pas ceux d'habitude et du coup, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Même les experts le connaissent, certains pourraient se faire avoir s'ils n'analysent pas sereinement l'information. Par sereinement, j'entends le fait qu'on est souvent pris dans le feu du quotidien et un en-tête officiel avec marqué « payer tout de suite, sinon ça sera x3 », ça nous fait parfois oublier des gestes simples, comme on le disait, de vérifier, de tester, de se questionner là-dessus. Donc, on peut malheureusement se faire avoir sur ces choses-là. Donc, la technologie, elle est devenue trop convaincante, quel que soit son niveau de connaissance.
Et ce qui va faire la différence, c'est l'état émotionnel du moment, c'est si on est dans le stress ou si on est plutôt serein pour pouvoir analyser et regarder sereinement pour vérifier que c'est bien quelque chose d'officiel et qu'il y a quelque chose à faire derrière. Allez, merci Charles. C'est une super réponse. La question n'était pas si simple que ça. Allez, on va faire tourner la machine au sac à questions et on va voir sur qui ça tombe. C'est parti, 3, 2, 1. C'est pour Alice. Alice, dans une société où tout contenu peut être falsifié, est-ce que c'est à chacun ou chacune de prouver qu'il dit la vérité ? Alors, je pense que oui, dans une certaine mesure, qu'on a tous à gagner à sourcer nos dires. Avec les réseaux, on est tous devenus des influenceurs, plus ou moins gros. Donc, nos profils sont des médias. Donc, il faut gagner en sérieux et qu'on peut utiliser des belles technos comme l'hypertexte pour citer nos sources. Et au passage, ça fera du backlink de qualité pour celles et ceux qui le méritent. Et j'ai lu parfois que c'était pas normal, que c'était un renversement de la charge de la preuve, mais on n'est pas au tribunal et en vrai, il y a rien de nouveau. En épistémologie, il y a ce qu'on appelle le rasoir de Hitchens, qui dit que ce qui peut être affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Et au-delà d'Hitchens, c'est la traduction d'une citation latine d'il y a plus de 2 siècles. Donc vraiment, il y a rien de neuf. Et comme aujourd'hui, plus encore, tout peut être falsifié, la méfiance pourrait nous pousser à souhaiter des preuves pour tout, plus seulement pour ce qui est douteux. Et on pourrait croire qu'à force de demander à chacun et chacune de prouver qu'il dit la vérité, on inverse le principe de base et que la défiance généralisée, elle va profiter aux manipulateurs. Mais moi, je pense l'inverse. Ça demande plus d'efforts, c'est sûr, mais c'est le meilleur moyen de lutter contre les fake news et autres post-vérités. Et on a voulu les avantages d'être des médias, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, comme dirait l'autre. Ça me rappelle quelque chose. Alors, j'ai jamais su si c'était Peter Parker. Non, c'est l'oncle Ben. C'est l'oncle Ben, c'est l'oncle Ben ou Rocco Siffredi peut-être, je ne sais pas. On saura. On accueille et ça me fait vraiment plaisir l'ami Hubert Gratirov qui est avec nous et je vais te poser Hubert, là, je vais être pas sympa, hein. Je vais te poser la même question que celle que j'ai posée à Alice. Dans une société où tout contenu peut être falsifié, est-ce que c'est selon toi à chacun et chacune d'entre nous de prouver qu'il dit la vérité ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non, moi, je pense pas qu'on doive prouver qu'on dit la vérité, mais je pense qu'on est tous responsables de pas se faire avoir et d'avoir un filtre à conneries et de déceler les scams, déceler les brouteurs et on doit apprendre ça. C'est ce que tout à l'heure Alice parlait d'électronisme. Effectivement, il y a cet électronisme, donc difficulté à manipuler un ordinateur. Et maintenant, il y a l'iatrophie, c'est-à-dire qu'on est atrophié de l'IA. Il va falloir faire des formations pour lutter contre l'iatrophie, avec une première chose toute simple qui sert à prouver, non pas que j'ai raison, mais à prouver que celui qui me parle est bien habilité à me parler, c'est simplement le décodage d'une URL. Et si on sait décoder une URL dans un email, si on sait décoder une URL dans un SMS, si on sait décoder une URL, là je suis sur des arnaques sur Telegram. Telegram est un tissu d'arnaques absolument énorme, des arnaques aux crypto-monnaies, des arnaques aux likes sur les réseaux sociaux qui sont rémunérés en crypto-monnaie. Enfin bon, ça c'est compliqué. Et en fait, en sachant décoder une URL, ce qu'il y a après le HTTPS, est-ce qu'il y a un S déjà? Ce qu'il y a après le // 2 points? Ce qui est après la TLD, top level domain, le .com, .fr, .be, etc. Si on sait décoder tout ça, déjà on peut éliminer pas mal d'arnaques. Donc je pense pas qu'on doive prouver qu'on ait raison, mais je pense qu'on est responsable de décoder et de pas se faire avoir et de pas confondre un humain avec l'IA. C'est un humain avec un ordinateur. C'est pour ça que je te parlais de test de Turing, puisque depuis 70 ans, Turing a dit quand un ordinateur arrivera à se faire passer pour un être humain, il sera intelligent. Aujourd'hui, il est intelligent. À nous d'élever notre jeu pour déceler encore mieux les arnaques, les brouteurs, les scams et tout ce qui s'ensuit. Il y en a sur YouTube, il y en a des centaines. Ouais, Que je dénonce régulièrement, mais qui sont pas pour autant résolus. Si on tire le fil, parce que moi l'impression que j'ai, si tu veux, c'est comme on ne peut plus avoir confiance dans ce qu'on voit, et peut-être même aussi dans ce qu'on entend.
j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir une prime à un truc très curieux, c'est les rencontres vraie vie. C'est-à-dire que le seul truc on pourra pas gruger. C'est-à-dire qu'en fait, ça va pas se passer en visio, parce qu'en visio, on peut tout faire. Ça va pas se passer en audio au téléphone, parce qu'on peut tout faire. Moi, j'ai l'impression que pour regagner de la confiance, le seul endroit, c'est pas je crois que ce que je vois, c'est je crois que ce que je vis. Et je pense que c'est ce changement-là qui va s'opérer. Après, ça gère pas le problème de tous les fakes. Mais comme tout peut être vrai et fake, à partir de ce moment-là, c'est fake, si c'est pas dans le réel. Je sais pas ce que vous en pensez. Christian, tu réagis comment là-dessus, toi ? Tu crois pas si bien dire, il y a un nouveau système de messagerie qui ne peut connecter deux personnes que si elles se sont vues face à face. Et donc, c'est un genre de WhatsApp ou un genre de Telegram ou un genre de Signal où on ne peut converser que si on s'est vu physiquement, si nos téléphones ont été proches physiquement et si on s'est accepté physiquement, après, on peut parler. Donc, ça élimine, comme tu le disais, pas mal de problèmes. Ouais, c'est un réseau, je crois, où on ne peut rentrer que la façon... Enfin, on ne peut rentrer dans ce réseau que si on s'est vu en vraie vie. Donc, par contre, c'est super compliqué. C'est-à-dire que tu ne peux pas balancer tout ton carnet d'adresses comme tous les réseaux sociaux te disent « Allez, ajoutez vos contacts ». Là, c'est pas ça. Mais donc, peut-être qu'on va arriver vers des choses comme ça où c'est tricoté cœur, tricoté avec amour, pas à pas. Christian, tu vois les choses comment de ton côté ? C'est vrai que ce souci d'authentification de personnes réelles, c'est une vraie inquiétude, c'est un vrai enjeu aussi en même temps. C'est vrai que là, on peut faire n'importe quoi et n'importe comment, mais à une vitesse grand V. Ça a toujours été le cas, c'est pas nouveau. Comme Supersud, on a tous, je crois tous ici autour de la table, créé 2-3 comptes à l'époque des débuts réseaux sociaux. Donc c'est vrai que lequel est le vrai, lequel est le moins vrai. Est-ce qu'on en réserve un pour le perso, un pour le pro, un pour le divertissement, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, du coup, on se pose le souci, c'est dès qu'on en a 2, déjà, c'est peut-être pas normal. Et puis 3 et 4. Donc c'est vrai que là, du coup, avec les machines, ça va très très vite. Et est-ce qu'on a affaire à une vraie machine en face ? Et c'est vrai ce que tu disais. Donc là, on pourrait automatiser avec des machines, intelligence artificielle ou pas d'ailleurs, pour authentifier la personne qu'on a en contact. Certains le faisaient sur LinkedIn par exemple, certains acceptaient, j'en faisais partie par exemple, que des personnes qu'on a rencontrées, croisées professionnellement pour de vrai. Voilà, certains d'autres, c'était sur Facebook, que la famille, donc que des personnes qui connaissent dans la vraie vie, en gros, IRL. Mais c'est vrai que là, on a un souci, c'est que il y a plein de contacts, on ne sait pas en fait, et on n'est jamais sûr de la personne, et même professionnellement, quoi. Il suffit de prendre un carnet d'adresses qui est facilement récupérable n'importe où, puis maintenant ça a fuité de partout, il n'y a même plus besoin de payer sur le darknet pour en avoir. Donc c'est vrai que là, on a un souci parce qu'on reçoit des contacts, et c'est vrai qu'en tout cas, moi, premier, alors j'avoue peut-être que j'ai un biais comme les machines, parce que je suis pire que les machines. Du coup, j'ai peut-être un biais des formations professionnelles. C'est d'office, je me méfie en fait. Donc c'est mon boulot aussi, la cybersécurité. Mais c'est vrai que du coup, tout de suite, je me méfie de ce côté-là et c'est d'aller vérifier. Alors forcément, évidemment, je ne fais pas confiance à l'intelligence artificielle pour vérifier les informations. Donc du coup, ça prend du temps. Mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu. On parlait des enjeux au début d'émission, mais là, c'est vrai que c'est un enjeu capital. Ouais, très clair, ok. Allez, autre question à faire tourner la machine aux questions un peu folles. C'est parti, on tourne la machine. Question pour Jean-Emmanuel. Est-ce que la technologie antifraude sera, selon toi, toujours un pas derrière les fraudeurs ? J'aimerais bien me dire non, mais en fait... entre tout ce qu'il y a pour la loi, c'est-à-dire pour légiférer, pour pouvoir mettre les choses en avant et le temps que ça prend, parce que le temps de la loi, c'est pas forcément celui de l'homme et de l'interaction et de l'action qui se présente à toi. Donc pour moi, malheureusement, je trouve que ce sera toujours en deçà. Et puis, comme je le disais au début, moi, je suis toujours émerveillé devant la créativité des gens qui vont arriver à générer des choses sans se poser de questions, sans avoir peur. Parfois, tu sais, il y a des gens qui ont peur de la techno et qui n'osent pas mettre le doigt parce qu'ils ont peur de faire une bêtise. Ces gens-là, je pense qu'ils n'ont pas peur et du coup, ils font des choses folles.
C'est vrai que c'est un sujet assez majeur d'arriver à accompagner celles et ceux qui sont pas à l'aise avec la techno, et ça va tellement vite, et c'est vrai que c'est pas simple du tout. Toujours la peur de ne pas cliquer ou de cliquer sur le mauvais bouton, de se faire avoir, ça y ressemblait. Puis on voit avec l'IA, les faux sites sont plus vrais que nature. Avant, on arrivait, quand on recevait un mail de phishing, à voir qu'il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas, il y avait quelques fautes, etc. Aujourd'hui, c'est fini, quoi. Distinguer le vrai du faux ou le faux du vrai, c'est plus incroyable, plus difficile. Moi, j'ai aussi l'impression, finalement, et je regardais dans les commentaires, j'aime beaucoup le commentaire de Stéphane qui nous dit, tiens, par rapport aux arnaques, c'est-à-dire que si quelqu'un se fait passer pour vous, il a mis en place, et je pense que c'est une des très bonnes pratiques qu'il faut partager. Contre certaines arnaques, il a préconisé un mot-clé familial pour justifier de son identité. C'est-à-dire qu'il y a le mot de passe secret que vous connaissez, vous l'avez écrit nulle part, c'est-à-dire qu'avec un proche, où justement vous allez pouvoir, à un moment donné, dire « Ok, c'est quoi le mot de passe ?» Et il y a un piège pour la personne qui se ferait passer parce qu'elle ne peut pas le connaître. Ça, je pense que c'est une très bonne pratique. Et si vous avez des bonnes pratiques, les amis qui êtes présents avec nous sur TikTok, n'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires. On les partagera aussi avec celles et ceux qui sont avec nous. Voilà, et c'est vrai que n'importe quel scam, nous dit Ati, peut prendre un hébergement, activer un certificat SSL et puis un NDD. Et puis voilà, avec un peu de techno, on arrive à faire des trucs complètement fous. Autre peut-être réaction, puisqu'on a Uber, on va le faire bosser. C'est plutôt cool. Technologie anti-fraude, tu penses qu'elles seront toujours un peu derrière les fraudeurs, Uber? Tu vois ça comment? Moi, je suis un techno-solutionniste. Ah là là, Je suis certain, heureux homme. je suis certain que la technologie arrivera à combattre. Pour l'instant, elle n'y arrive pas, c'est clair, mais je suis certain que la technologie arrivera à combattre les fraudeurs, toujours avec un décalage. Donc, on aura toujours une fraude de retard. Mais je suis sûr que l'IA va finir par... j'appelle de mes voeux une solution qui est la blockchain, que tout ce qui est fait par l'IA soit inscrit sur une grande blockchain de l'IA. Et donc, dès que quelqu'un fait un texte, dès que quelqu'un fait une photo, dès que quelqu'un fait un film, c'est inscrit sur une blockchain qui serait la blockchain de l'IA ou une blockchain commune à tous les générateurs, toute l'IA générative, et donc on puisse retrouver, remonter et comparer tout ça. Et bon, pour l'instant, c'est pas le cas, ce n'est pas prêt d'arriver, mais j'appelle ça de mes voeux. Mais en tout cas, je suis sûr que la technologie va nous protéger de ce que la technologie nous fait subir. Et on aura à un moment donné des watermarks sur la voix, des watermarks sur les images, des choses comme ça qui vont nous aider à décoder les problèmes. C'est ce que fait X, ce que fait Facebook depuis quelque temps, avec succès partiel, mais en tout cas avec beaucoup moins de gens, beaucoup moins d'entraînement. Et donc, c'est pour moi, oui, on arrive à solutionner tout ça grâce à plus de technologie, plus d'IA, plus de consommation électrique. Et quand le quantique va arriver, il faut espérer que le quantique soit du côté des bons et pas du côté des méchants. Et donc là, on a maintenant cette grande ligne de démarcation. On avait à se soucier que de la Russie, que de la Chine. Maintenant, on doit se soucier des États-Unis. Mais j'espère que le quantique arrivera du bon côté, du nôtre, on va dire, et nous aidera à défier tous ces scams et tous ces fakes générés par l'IA. Spoiler alert, il avait dit je suis un techno-solutionnisme, donc c'est ce qu'il avait dit. Donc la techno est à la fois le problème et la solution, c'est ça, c'est globalement, et toujours un peu plus en avant. Alice, tu réagis comment au propos de notre ami Hubert? Que j'aime beaucoup déjà cette version optimiste, en espérant effectivement que la tech sera d'abord, ou tout du moins n'aura pas trop de pas de retard pour être vite de notre côté. Et je pense également qu'il y a vraiment quelque chose à espérer de tout ce qui est blockchain, qui peut vraiment donner un cadre et apporter de la preuve de la provenance des données. Et il y a vraiment quelque chose à espérer de ce côté-là, en effet. Magnifique. Allez, on continue avec la roulette magique. Allez, je la lance et c'est reparti. Question pour Charles. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle ère où la vérité est-elle
elle-même, où la vérité elle-même devient une question de point de vue? Sommes-nous à la veille d'une nouvelle ère où la vérité elle-même devient une question de point de vue? Charles? Très profonde comme question. Pour citer un grand homme, ce que je t'ai dit est vrai, mais d'un certain point de vue. Obi-Wan Kenobi dans Le Retour du Jedi, où il confirme à Luke que Dark Vador est son père. En fait, la vérité est, et sera toujours une question de point de vue. Je pense qu'un bon exemple là-dessus que l'on a à travers les âges, c'est la carte du monde vue à travers le regard des Occidentaux et des Orientaux, qui sont des cartes complètement différentes, mais pourtant ont-ils tort? Alors peut-être celle avec le monstre de Loch Ness en Écosse, et encore, est-ce qu'un mensonge reste un mensonge si tout le monde sait que c'est un mensonge? Bon, la nouvelle ère, elle va surtout consister à développer sa culture générale pour savoir questionner la vérité qu'on nous présente en tant que telle. Par exemple, les nombreuses citations que l'on prête aux uns aux autres pour mieux nous influencer ou nous duper, elles seront toujours plus difficiles à légitimer si on a les bonnes connaissances de base ou au moins les bons réflexes en recherche documentaire pour étayer la vérité, la véracité d'une information. Certains, par exemple, prennent encore Wikipédia comme une source fiable, alors qu'il s'agit de notes communautaires que l'on peut modifier même temporairement. Donc pour moi, la nouvelle ère, elle sera dans la fiabilité des sources, aussi nombreuses soient-elles. Un fil rouge en forme de vérité s'y dessine toujours. C'est beau ça. Alors on reprend un fil rouge en forme de vérité s'y dessine toujours. Cet homme est un poète, c'est incroyable. Allez, autre question. On fait tourner la roue. Ouais, on peut l'applaudir quand même parce que on a un poète avec nous. C'est juste magnifique. Allez, on y va. On fait tourner la roue. Et ça tombe sur Alice. Alors la question. Dans un monde où l'émotion l'emporte sur les faits, Alice, la vérité a-t-elle encore une chance face à des récits conçus pour séduire plutôt que pour informer? Ben oui, je pense que la vérité, elle a encore une chance, encore heureux. Mais bon, elle part parfois avec un sacré handicap parce que on le sait, enfin les récits séduisants qui jouent sur l'émotion sont bien plus viraux que les faits véridiques et nuancés. Et une info qui est choquante ou qui confirme ce qu'on veut entendre a bien plus d'impact qu'un fact-checking rigoureux a posteriori. D'ailleurs, il y avait une étude du MIT qui a montré que les fake news se propagent 6 fois plus vite que les vraies informations et ont 70% de plus de chances d'être propagées que les vraies. Il y a même d'autres sources comme le First Draft que j'avais vu ou EU vs Disinfo qui évoquent un rapport de 1 à 16 entre l'émission et la correction d'une fake news. Et l'IA amplifie encore ce phénomène en générant des contenus ciblés, calibrés pour capter spécifiquement notre attention, provoquer des réactions. Mais pour répondre à ta question, tout n'est pas perdu, mais il faut agir. On est nombreux à appeler de nos vœux, comme on disait tout à l'heure, et depuis des lustres, une éducation aux médias renforcée. Et ça devient vraiment super urgent. Donc, on doit s'armer, apprendre à reconnaître les biais, croiser les sources, vérifier avant de partager. Et je pense qu'en parallèle, message aux créateuristes de contenu, il faut travailler aussi à raconter la vérité de manière plus captivante que le mensonge pour pas qu'elle perde cette bataille de l'attention. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, j'aime beaucoup. Je vois dans les commentaires, il y a des tonnes de trucs et il y a Ati qui s'éclate, qui nous a sorti une punchline incroyable. La vérité n'a d'impact que celui que lui laissent les intéressés. Hubert, tu réagis comment par rapport à cette punchline d'Ati? La vérité n'a d'impact que celui que lui laissent les intéressés. On est sur la vérité alternative et c'est ce que vous avez envie de croire. Et c'est sûr que on retombe aussi sur un vieux concept de McLuhan. Le média, c'est l'émetteur. Enfin, le message, c'est l'émetteur. Et la qualité de l'émetteur vaut presque plus que le message qui est donné. Donc, il faut avant tout vérifier la probité et l'intégrité de l'émetteur. Et en fonction de qui parle, et si on est bien sûr que ce soit lui qui parle, on va écouter d'une certaine oreille et on va croire ou pas croire ce qui est dit. Et donc, du coup, il y a des personnes de confiance et la confiance qui peut être apportée, encore une fois, par la blockchain, par une identité que l'on arrive à prouver
d'une certaine manière, sans pour autant montrer une pièce d'identité. Il y a tout France Identité qui essaye de faire, ça, qui essaye de prouver que je peux vous dire que c'est bien moi sans vous donner mon nom, mais je suis une personne physique qui paye ses impôts, qui est en France, qui est domiciliée et qui est justiciable, parce que c'est ça qui est important, c'est d'être justiciable s'il y a une arnaque, s'il y a un problème. Et donc, je pense que la confiance est la nouvelle monnaie et qu'il faut aujourd'hui arriver à inspirer confiance, à donner confiance, et en espérant qu'il n'y ait pas une IA qui donne confiance encore plus qu'un être humain et qui du coup nous berne encore plus. Donc là, encore une fois, la vigilance, Alice l'a dit, la formation, lutter contre l'IA-trophie, lutter contre l'électronisme, savoir décoder une URL, tout ça c'est vraiment des réflexes de base qu'on devrait apprendre, peut-être pas au berceau, mais disons dès l'âge de 10 ans. Ah, tu vois, en t'entendant, moi j'étais plutôt en train de me dire trust is the new luxe, tu vois, c'est peut-être le nouveau luxe. Et en même temps, je me dis, bah non, c'est peut-être faux de penser à ça, mais je te voyais opiner du chef Charles sur le sujet. Parce que tu as raison, Hubert, il y a ce côté hyper inclusif. Donnons les clés de compréhension au plus grand nombre. Sinon, c'est une boucherie, quoi. Enfin, Charles, tu réagis comment à Trust is the New Lux ? Complètement. Aujourd'hui, on le voit, il y a même LinkedIn s'est mis à faire des profils vérifiés, validés sur des sites de rencontres. T'as ça aussi. Maintenant, on fait valider les profils pour dire que c'est pas un chatbot ou ce sera pas quelqu'un. Donc ça devient luxe, ça devient de valoriser en tout cas sur les réseaux. Maintenant, quand vous faites la vérification sur LinkedIn, il vous demande quand même une pièce d'identité. Donc, en termes de gestion de données, etc. Là, pour le coup, moi, la confiance, normalement, c'est une route à deux sens, pas à sens unique. Et j'ai pas confiance dans LinkedIn pour garder une photo de ma pièce d'identité ou mon passeport. Donc, je le donnerai pas. Je vois pas l'utilité de plus. Pour aller dans ce que disait Hubert, c'est vrai que la confiance, c'est déjà sur des réflexes de base dans la vie quotidienne. Je veux dire, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez pas lui livrer tous vos secrets comme ça. Vous allez apprendre à le connaître et au fur et à mesure, il va arriver dans les cercles, ce qu'on appelle les cercles d'intimité. Vous allez lui faire plus en plus confiance et lui partager différents niveaux d'information. Pareil, les arnaques aujourd'hui, on sait que beaucoup d'entre elles se font par de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément besoin de vos mots de passe, mais ils ont simplement besoin de certaines informations pour comprendre comment vous fonctionnez et derrière, soit se faire passer pour vous, soit éventuellement aller entrer dans vos systèmes vis-à-vis de ça. Et ça me fait penser à un point, Hubert, tu as raison par rapport au luxe que représente aujourd'hui la vérification d'identité. Il y a un débat qui est très malmené aujourd'hui par nos politiques sur ce qu'ils appellent l'anonymat, mais en fait c'est le pseudonymat sur les réseaux sociaux. À savoir que certains utilisent des pseudonymes pour pouvoir faire de l'humour, de la caricature, etc. Ce qui est très toléré dans la presse papier, mais qui ne l'est pas du tout sur les réseaux. On l'a vu pour plein de responsables politiques et plein de comptes qui ont sauté. J'ai moi-même un ami qui s'est fait sauter son compte alors qu'en fait, il connaissait très bien la personne qui caricaturait et tout allait très bien. Simplement, le réseau social n'ayant pas les mêmes codes, c'était sur Twitter, hein, donc code américain. Au bout d'un moment, il l'a banni alors qu'en réalité, il ne nuisait à personne. Donc, il y a aussi cet aspect-là de je peux faire confiance, mais à partir du moment où je prends un masque, quelles sont les règles du jeu par rapport à ce masque et cette identité que je m'invente et ce genre de choses. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ça va rejoindre petit à petit le sujet du pseudonymat. Alice, je te voyais réagir au propos d'Hubert qui nous parlait de Marshall McLuhan. Et dans les commentaires, tu as dit un truc très intéressant, je trouve. Est-ce que tu peux nous en parler pour celles et ceux qui nous écoutent sur le podcast ? Ouais, je disais, pour reprendre la citation originelle, c'est que le message, c'est le média, et que, comme on disait tout à l'heure, nous, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, avec nos profils, on est tous devenus des médias individuels. Donc c'était en ça que je répondais un peu à ce qu'il disait, et qu'effectivement, ça oblige à avoir peut-être pas le sérieux, mais donner autant de preuves que pourraient le faire autrefois les médias plus traditionnels. Et c'est vrai que j'écoutais tout ce que vous disiez sur aussi bien les médias, les profils certifiés. Bon, après, faut voir d'une plateforme à l'autre. Hein, quand on voit qu'un Twitter, il suffit de l'acheter,
Bon, ben, effectivement, et puis on voit tout le spoofing, enfin toutes les arnaques possibles et imaginables, ou les vrais profils qui se font scratcher alors que c'était bien la vraie identité qui était derrière. On va vraiment avoir besoin de renforcer tout ça, et comme ça a été dit plusieurs fois, de renforcer l'éducation aux personnes derrière, voire peut-être avoir des safe words qu'on va utiliser avec les différents publics pour certifier à la personne que c'est bien nous, parce qu'on pourra pas les avoir tous déjà rencontrés dans la vraie vie. Enfin, ouais, il y a pas mal de challenges. Oui, alors je sais plus, dans les commentaires, quelqu'un qui disait oui, avec ces safe words, c'est quand même, à partir du moment où c'est ça veut dire que c'est aussi une fenêtre d'entrée. Voilà, donc ça peut aussi se craquer. Parce que ça veut dire que c'est une fragilité, et dans tout système qui a une fragilité, ils sont assez fous et malins. D'ailleurs, c'est Stéphane qui tout à l'heure nous le disait. Finalement, c'est aussi plus il y a ces sécurités. J'essaie de reprendre ses propos avec un peu de mémoire, ce qui est jamais simple me concernant. Mais Surtout plus il y a de que sécurité. Le chat est en feu, un PPC. Voilà, merci, c'est très gentil. Plus il y a de sécurité, plus il y a de systèmes parfaits, et plus en fait ça amène aussi une certaine violence. Et notamment le carjacking, le homejacking, effectivement, et combien de fois un smartphone peut se faire piquer parce que les personnes vont braquer la personne et puis vont lui mettre le smartphone face au visage, et puis il va se libérer, et puis ça y est, c'est parti, quoi. Donc on voit bien qu'il y a et merci Stéphane d'avoir sorti ce point-là. Autre sujet dans les commentaires, et je trouve c'est la réflexion d'Ati une fois de plus qui va très très bien. Hein. On parlait et quand tu disais Alice sur ce côté finalement nous sommes le média. Et le média, c'est nous, et donc c'est le média à la confiance. Ati nous dit à la fois, quand tu fais figure de confiance, plus tu peux être la cible de scams qui veulent voler ton identité pour scammer les gens qui te font confiance. Donc c'est un peu cette course un peu folle. Hubert, toi qui connais bien le sujet du numérique et du digital depuis, j'allais dire, de nombreuses années, mais enfin bon, c'était il y a quoi, depuis 25 ans à peu près, à peu près quand tu avais 5 ans et demi, quoi, on va dire. Tu vois ça comment, cette course sans fin? C'est race rat, attrape-moi si tu peux, c'est comment tu vois les choses? Mais oui, c'est ça. Et comme tu dis, si quelqu'un arrive à un niveau de notoriété, un niveau de confiance énorme, on va essayer de lui voler ses identifiants pour communiquer à sa place, ou on va essayer de faire quelque chose d'approximatif. Les banques font ça assez bien avec le KYC, Know Your Customer. Ils arrivent avec des photos, des passeports et des choses comme ça à être à peu près certains, autant que possible, que c'est bien la bonne personne. Alors peut-être faut-il copier les banques. Je ne dirais pas souvent ça dans ma vie, mais sur le KYC, peut-être que les banques ont le bon système, et moi je serais tout à fait pour un KYC dans LinkedIn, mais par une tierce personne. Je ne veux pas que LinkedIn, tu as raison Charles, je ne veux pas que LinkedIn garde mes papiers. Ouais. Et c'est PPC qui avait eu l'idée du luxe et la confiance et le nouveau luxe. C'est pas moi qui avais prononcé ce mot de luxe. C'est moi. J'assume totalement. Oui, non, parce qu'il avait trouvé bien. Je voulais te le réattribuer. Oh, c'est trop gentil. Il y a eu il y a 2 mois un CEO de Ledger qui s'est fait couper un doigt, séquestré pendant 2 jours par des bandits. Alors la physique, par des bandits physiques. Sauf que ces espèces d'abrutis finis, ils n'ont pas compris que quand on faisait un virement en crypto, on le faisait à un compte qui était public et que tout le monde pouvait suivre les traces de cet argent. Ils se sont fait attraper en quelques jours parce qu'ils ont essayé de sortir l'argent d'un compte, et là, ça n'est plus jamais, c'est pas anonyme. On croit que les cryptos c'est anonyme. C'est encore moins anonyme. C'est bien sûr moins anonyme que l'argent liquide et un peu plus anonyme qu'un compte en banque, mais c'est pas anonyme du tout. Et récemment, il y a eu beaucoup d'arnaques sur Microsoft avec tout simplement un bon truc. Alors, on ne peut rien contre cette arnaque-là. Vous savez, quand on perd son mot de passe, on demande le nom de jeune fille de sa maman. Il suffit d'aller sur les sites comme MyHeritage ou les sites d'arbres généalogiques. Et PPC, je suis sûr que je vais trouver en moins de 10 minutes le nom de jeune fille de ta maman, et je vais pouvoir répondre à la question je veux récupérer le mot de passe de PPC, oui, le nom de jeune fille de madame. C'est ça, et c'est parti. Et puis mon chien aussi, et puis le surnom de mon poisson rouge aussi, parce que... En regardant ton Facebook d'il y a 10 ans, je suis sûr que tu as mis il y a 10 ans le nom de ton chien sur Facebook.
Donc Ouais. je peux le retrouver. C'est ça, c'est clair. Et C'est clair. c'est pas du rocket science, c'est assez facile à faire. Voilà. Et donc je vais pouvoir rentrer sur ton Microsoft et peut-être accéder à ton. Et là, faudrait parler du cloud, faudrait parler des SaaS, faudrait parler de tout ce qu'on stocke et qui est. Alors le stockage est une chose et la sauvegarde de ce stockage en est une autre. On peut accéder aux informations et si on peut pas accéder aux informations, on peut accéder à la sauvegarde de ces informations et là on remonte et on peut se faire un super pactole de data et devenir invincible après. Tout ça est extrêmement compliqué. Ouais, alors moi je m'éclate parce que dans les commentaires là il y a déjà des noms il y a des personnes qui balancent en fait mon mot de passe qui est le nom de mon poisson rouge. Voilà, il y a Christian qui propose Nemo. Voilà, et puis il y a encore plus drôle, il y a l'essai maker qui a dit il s'appelle Joe. Et là, j'imagine mon poisson rouge, vous savez, dans cette affiche des Dents de la Mer, ça le ferait pas mal. J-A-W, ouais, pour ceux qui parlent anglais, c'est plutôt, vous savez, les Dents de la Mer, ça nous rappelle quelque chose. Merci, mes amis, ça m'a fait ma joie là, c'est parfait. On peut être. Tiens, tout à l'heure, on parlait de politique. Je vous ai dégoté quelque chose parce que j'ai trouvé ça intéressant et je voudrais vous faire réagir là-dessus. Je vous laisse écouter. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez juste après. Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon Dieu. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. Bien joué, bien joué. Vous avez reconnu, c'était un fake d'Emmanuel Macron, mais c'était sur son propre compte sur TikTok. C'était quelques jours avant le sommet pour l'IA qui a eu lieu en France il y a quelques temps déjà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette pirouette, ce bien joué où un président finalement publie sur son propre compte des fakes pour amener un peu de matière à réflexion, je pense. Hubert, toi qui as observé ça. C'est de la formation ultime, c'est de la formation par l'exemple. Ça a fait parler beaucoup de gens, certains trouvent ça ridicule, mais moi je trouve que c'est rien pour ou contre Macron, mais je trouve que c'est l'exemple parfait pour que le plus grand nombre comprenne que le pape ne se promène pas en doudoune blanche, que Macron ne vide pas les poubelles pendant la grève des éboueurs et que il ne chante pas tu seras ma reine ce soir, comme moi je ne chante pas scam, 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 I'm looking for a good time. C'est pas moi qui chante. Ah, c'est pas toi qui chante là ? Ah, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Tu avais un look à la Sabrina, c'était incroyable. Magnifique. J'ai pas tout fait. T'as pas tout fait encore, d'accord. Bon, il a pas tout refait. Il a pas tout refait. C'est ça qui est bien. Charles, on rentre pas dans le truc politique, mais je dirais ce clip du président, tu l'as perçu comment, toi ? J'ai trouvé ça dommage parce qu'il a utilisé ça comme un élément de communication par rapport à son événement. Ce qui serait pas bête si en fait il n'était pas en train de faire la promotion à tout le monde que on peut s'approprier l'identité de chacun, l'utiliser à faire ce qu'on veut. Parce que les deepfakes qui ont été montrés, alors là on n'avait que le son, mais en fait dans la vidéo, si vous avez l'occasion, vous allez le voir. En fait, son visage a été collé, mais de manière très bien faite, en fait, sur des visages, des corps de personnes. Ils l'ont habillé. Enfin, c'est assez impressionnant. Sa voix, vous l'avez entendu, a été changée puisque il est capable de chanter plus ou moins juste sur des sons. Donc, j'étais pas très fan de la manière dont il l'a amené en disant bien joué. Non, pas bien joué. En fait, au moment où on doit parler de souveraineté, on doit parler de sécurité de la donnée, sécurité de l'identité, c'est important de pointer du doigt que ces choses-là ne doivent pas se répéter. Et récemment, on a eu le cas avec ChatGPT 4 qui a permis à beaucoup de gens de faire des visuels avec le style artistique des créateurs du studio Ghibli, le studio japonais de Miyazaki entre autres, auteur de nombreux chefs-d'œuvre de dessins animés à la main, qui ont d'une part
se sont appropriés finalement un art et les codes, enfin la propriété intellectuelle d'un style, et d'autre part, en plus, l'impact environnemental que ça a eu, parce qu'on sait le succès de ces films, et derrière, on a vu sur tous les réseaux, n'importe quel réseau social, tout le monde avait tenté de faire sa photo avec son chat, sa famille en style Ghibli, et ça a un impact monstrueux, parce que c'est-à-dire que les machines ont été sursollicitées dans le monde, et l'impact écologique pour quelque chose qui aurait pu être évité est disproportionné par rapport à l'utilité que ça en avait vraiment. Donc, pour revenir sur ce que disait Macron, j'étais un peu déçu dans le sens j'aurais aimé qu'il fasse plus de warning et qu'il dise c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut que l'Europe se dote d'outils législatifs, techniques pour pouvoir lutter contre justement ces arnaques liées à l'identité. Et on va prendre la question de... Il y a Ludo qui pose une question dans les commentaires. Je la trouve intéressante et pertinente. Il dit, ne pensez-vous pas que ça obligera à aiguiser le sens critique et à se méfier de ce que l'on voit? J'entends ton point sur le côté, effectivement, il y a peut-être un usage de ce message-là dans la com. Bon, après, c'est l'histoire de Pierre et le loup, parce qu'une fois qu'on l'aura fait plusieurs fois, on va plus y croire. Comment tu vois le sujet, Christian, toi qui gères ces sujets aussi de sécurité, tu vois ça comment, toi? Écoute, c'est très difficile parce que déjà il y a un truc simple, c'est qu'on peut rien sécuriser à 100% déjà pour commencer. Et c'est vrai que cette histoire de Deep qui ont été fait avec le président, donc c'était super sympa. Donc c'est son équipe de com qui l'a faite. Je crois qu'il n'a pas participé. Il voit son compte, c'est pas lui qui le fait directement. Donc c'est sympa. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet au niveau de la sécurité. Et c'est vrai que Moati le mettait dans les commentaires, donc je suis tout à fait d'accord, puis tant mieux pour mon métier, c'est que du coup on va pas chômer, puis on est très demandeur, même si du coup on va céder de plus en plus des machines, et, du coup des intelligences artificielles ou juste des algorithmes pour nous aider à aller vite, parce que c'est très vite. Mais c'est vrai qu'on touche des points qui vont plus loin que la sécurité, parce qu'on est sur des droits d'auteur, des droits intellectuels, des propriétés intellectuelles. Là, c'est vrai que je reviens sur ce qu'a été dit sur les studios Ghibli. Donc c'est vrai que je suis assez fan d'origine. Donc c'est Hayao Miyazaki. Donc c'est vrai que lui, il est très connu, tous ceux qui savent. Donc il est il a toujours été déjà de 2006. Il le disait, il est anti-algorithme, donc anti-intelligence artificielle. Donc c'est là on est carrément dans une usurpation de style, du coup, qui fait, parce que là, du coup, on reconnaît son style, comme on reconnaît un style Disney, mais on reconnaît le style des studios. Donc, c'est vrai que les studios n'ont pas encore pris parole. Donc là, ça va beaucoup plus loin que la sécurité, parce que ça, on peut pas le protéger au niveau cybersécurité. Là, du coup, on peut rien faire là-dessus. Mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, donc j'ai vu dans les commentaires, donc c'est vrai qu'on parlait un petit peu du Web3, donc de MetaMask et tout. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on peut sécuriser, mais des transactions. Donc Uber est revenu dessus, c'est pas protégé, on certifie en fait des transactions. Il avait tout à fait raison quand on disait c'est public, et c'est exactement ça. C'est vrai que ceux qui se sont fait avoir en truandant de ce côté-là, c'est vrai que c'est tant pis, parce que là on confond souvent en fait, du coup sécurité, authentification, identification, tout ça peut sonner une consonance qui veut dire presque la même chose, mais ça n'a rien à voir, et les conséquences sont totalement différentes. Et c'est vrai que si le grand public a du mal à différencier, ceux qui ont un esprit, on va dire, malfaisant, ils savent très bien différencier et en jouer contre nous. Ok. Jean-Emmanuel, tu disais dans les commentaires, ça fera comme la voix de Scarlett. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? En fait, Scarlett, dans sa voix, elle s'était fait plagier sa voix. Il y a moins d'un an par OpenAI, et donc il y avait une grosse manifestation. Je sais qu'elle avait porté plainte. Après, je sais pas s'ils se sont arrangés ou pas. On n'en entend plus parler de cette histoire, mais quelque part, on est sur une appropriation de quelque chose qui appartient à quelqu'un et qui définit quelqu'un. Quand même, la voix de Scarlett Johansson, c'est, elle est reconnaissable. Donc je me disais, mais est-ce que finalement on n'est pas, là on n'est pas dans de l'appropriation pure, dans le même cas en fait. Charles, tu te vois réagir?
Voilà, avec le micro, c'est mieux. Oui, tout à fait. Quand j'ai vu le commentaire de Jean Emmanuel, je pensais à ça, effectivement, et effectivement, ça fait grand bruit parce que c'était pas n'importe qui, c'était ChatGPT qui utilisait la voix de Scarlett Johansson. Pour ceux qui ne le savent pas, au cinéma, elle interprétait la voix d'une IA, une assistante vocale avec Joaquin Phoenix dans le film qui s'appelle Her, H-E-R. Et donc, c'était pas anodin que la voix ressemblait. Alors, c'était pas dit officiellement que c'était la voix de Scarlett Johansson, mais la similitude était telle que il y avait peu de doutes possibles. Et c'est intéressant parce que le fait d'utiliser effectivement des voix, des visages plutôt connus, etc. On en parlait dans le chat, c'est Stéphane et Ati qui en parlaient. En fait, derrière, ils vont tester ça sur plein de gens, et s'ils voient que certains, je crois que tu l'avais dit aussi tout à l'heure, PPC, ou peut-être c'était Hubert, mais s'ils voient que certains réagissent, bah derrière, ça leur crée un pool de cibles potentielles qui vont pouvoir attaquer avec d'autres types d'arnaques ou d'autres façons de les aborder. Donc c'est pas du tout anodin, cette appropriation des styles et autres, et ça va rendre encore plus difficile la perception, comme on disait tout à l'heure, parce que même en ayant de la culture, même en étant un petit peu malin ou en étant un peu méfiant, ça va devenir de plus en plus compliqué pour pouvoir se dire est-ce que c'est vraiment ce que je crois être, ou alors est-ce que c'est une arnaque. Alice? Bah, c'est clair que ça va devenir de plus en plus compliqué parce que les arnaques vont être de plus en plus, toujours de plus en plus redoutables, plus elles seront de moins en moins détectables, quoi. Va falloir vraiment éveiller notre esprit critique et vraiment se former, pour reprendre ce qu'on disait déjà. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez sur la voix de Scarlett Johansson, à savoir qu'il y avait eu visiblement une approche d'OpenAI qui lui avait proposé un contrat a priori fort rémunérateur et qu'elle avait refusé de le faire. Et suite à ça, il sort une voix qui lui ressemble. Donc c'est quand même plus que problématique. Ça lui ressemble, mais c'est pas tout à fait la même. Moi, j'avoue que j'ai passé beaucoup de temps à la tester. Suffisamment de différence pour que ce ne soit pas attaquable. Voilà. Et en fait, quand tu prends vraiment le temps de mettre les deux voix côte-côte, etc., c'est pas la même chose, quoi. Voilà. T'as passé beaucoup de temps avec Scarlett Johansson, PPC. J'ai beaucoup regardé Her, que j'ai adoré. et quand ils ont sorti cette voix, au début, je me suis dit, mais c'est pas possible. Après, à l'écoute, j'ai de l'oreille quand même, c'est pas la même voix. Et donc voilà, donc je sais pas si c'est juridiquement ils en sont sortis en pirouette cacahuète ou si c'est vraiment une autre actrice à la façon d'eux. Mais bon, ça arrive aussi, je sais pas si vous êtes un peu au spectacle, d'avoir des chanteurs qui ont une capacité d'imiter une centaine de voix d'une façon absolument remarquable. Et pourtant, c'est leur propre voix. Donc, en fait, ils font à la façon d'eux. Mais bon, ça sera tout un débat, je pense, qu'on pourra faire sur les droits d'auteur. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Ça sera peut-être l'objet d'une autre émission. Mon second mot de passe, c'est Scarlett. Voilà, il a deviné. Merci beaucoup. C'est ça. Dans la team PPC anti-juridique, et il faut laisser les imitateurs imiter, que ce soit un robot, que ce soit un artiste. Pour le style Ghibli, on reste dans le style, mais il n'y a pas le personnage. Donc, on peut imiter le style, c'est un hommage. Et je pense qu'il faut laisser faire cet aspect copiage de style. C'est un hommage sur le style. Ça s'est vu dans la peinture pendant des siècles. Pareil pour les voix. Et il y avait une question dans le chat sur est-ce qu'il faut utiliser un password manager. Et rien que le terme de comment faire ces passwords, ces mots de passe, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Il faut bien sûr avoir un mot de passe, je le dis à tous ceux qui ne l'ont pas, un mot de passe différent par réseau, avec au moins 10 caractères, avec une phrase qui mêle d'une manière complètement aléatoire, en remplaçant les lettres par des chiffres. On remplace un A par un 4, un 3, un E par un 3, et on a sa phrase j'aime PPC et les lives de TikTok. On écrit ça d'une certaine manière. C'est une certaine phrase, bien sûr. Et ça devient un mot de passe, et on change de mot de passe par réseau. Et surtout pas utiliser un password manager, parce que si quelqu'un a la clé du password manager, alors là, il rentre dans les comptes en banque, il rentre dans les assurances, il rentre dans les dépôts, il rentre dans tout. Donc, pas de password manager, une bonne feuille de papier, votre propre algorithme, quelle phrase pour quel réseau, quelle lettre vous remplacez par quel chiffre, et quel signe de ponctuation est votre préféré. Moi, par exemple, c'est pas vrai, mais mon signe de ponctuation préféré, c'est l'éperluette. Donc, il y a des éperluettes partout dans mes mots de passe. Bien sûr, c'est pas vrai, parce que c'est pas celui-là mon mot de passe préféré.
Vous le saurez pas. Non. Bah, vous le saurez pas. Voilà, bon, on espère juste effectivement de ne pas avoir un Alzheimer précoce qui fout qu'on se rappelle plus de rien en termes de mot de passe. C'est un peu terrible. Mais bon, je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne. Je vous propose qu'on continue à faire tourner un peu la roulette parce qu'il y a un sac à questions encore un peu dense. Il est ouais, c'est pas mal. On est bien là. Allez, on lance le sac à roulette et c'est parti pour une question prise au hasard. La question est pour Christian. Ouais, allez, on pourrait le mettre en avant. Christian, est-ce qu'une IA peut, selon toi, être poursuivie en justice pour fraude ou manipulation ? La question du jour. Bah écoute, j'ai un petit rappel sur ce qu'est la justice. Donc du coup, ça ne concerne que les personnes physiques ou morales. Du coup, une machine, non, on va pas accuser une machine à laver de quoi que ce soit. Par contre, ça peut être un outil effectivement. Donc là, on va se retourner sur ceux qui ont utilisé la machine en outil. Donc soit une voiture, soit pourquoi pas une machine à laver. Mais du coup, non, elle peut pas être tenue responsable. Donc c'est vrai qu'il y a des études en cours, mais c'est vrai que ça reste quand même l'humain. Une machine ne va pas faire tout toute seule, va pas s'attaquer. Pour l'instant, il y a des essais qui sont faits là-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de développement au cours des aspects militaires. Donc c'est vrai que c'est de gros enjeux pour que ce soit autonome. Mais pareil, c'est autonome. Il faut toujours qu'il y ait un déclencheur. Donc elle va pas se déclencher toute seule, il y aura une action, mais parce qu'on lui aura programmé pour réagir à une action, qu'une machine à laver, elle va se déclencher dès qu'on lui aura dit. C'est pas elle qui va aller chercher le linge d'office et qui va dire tiens, je vais laver pour toi parce que j'ai envie aujourd'hui. Elle a pas d'envie, elle a pas de créativité, donc non, elle peut pas être pour l'instant juridiquement responsable. J'aime beaucoup quand tu nous amènes à réfléchir justement sur le fait en disant une machine. C'est vrai que quand on parle des IA, si on prend cette image de dire en fait réfléchissons comme si c'était une machine à laver, je trouve que ça amène beaucoup de choses. Je vais passer le micro à Alice qui a envie de rebondir sur le côté droit peut-être. Oui, effectivement, pour rebondir là-dessus, donc c'est vrai que l'IA n'est pas responsable, c'est toujours les humains derrière qui doivent répondre de leurs actes, parce qu'elle a pas de personnalité juridique, mais on peut se demander ce qu'il en sera demain. Typiquement, avec l'émergence des IA agentiques qui vont être capables d'évoluer, de prendre des décisions autonomes, la question elle va devenir floue. Et si une IA prend seule une décision qui est pas attendue ou même qu'elle génère une fake news, pour être dans le cadre de l'émission du soir, qui va en assumer les conséquences. Et je vous recommande à ce sujet des super travaux qui sont réalisés par Cyberlex, qui est un rassemblement d'experts du secteur du droit et des nouvelles technologies, qui pense le droit de demain. Et j'ai connu par Diane Galbois-Lehal, donc qui propose un master de droit en intelligence artificielle à l'ICP. Il y a plusieurs de leurs travaux qui sont disponibles sur cyberlex.org, dont celui sur les droits de l'IA agentique, qui est issu de leur session de janvier 2025. Hyper intéressant. Ouais, merci Alice pour ce complément d'information. Ati qui nous dit à la fois c'est hyper compliqué, alors on pénalise l'IA en la débranchant, c'est plutôt le créateur ou l'utilisateur qui reste le responsable. C'est vrai que le sujet en fait, c'est pas tant ces outils qui font des conneries en fait, c'est plutôt l'humain, c'est celui qui est entre la chaise et l'écran comme dirait l'autre. Finalement c'est aussi la façon dont tu l'utilises quoi, c'est-à-dire que la faute est en nous, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles. Comment tu réagis par rapport à ça ? Oui, tout à fait, puisque la machine ne fait que répondre à des ordres. Je ne vais pas prendre d'exemple violent, mais si vous prenez une arme, et que l'arme fait du mal à quelqu'un, on ne va pas blâmer l'arme, on va blâmer la personne qui a pris l'arme. Donc, il en est de la même pour des plateformes ou des IA. J'aime bien l'idée de Ati de punir l'IA, tu seras puni au coin, hop, débranché. Ouais. C'est pas mal. C'est ça, ouais. Surtout quand c'est une machine à laver. C'est sûr que ça cale tous les trucs. Moi, j'ai vu plein de gens calmer leur machine à laver, c'est en disant attention. C'est vachement dangereux de faire ça. Ok. Allez, autre question, on fait tourner la machine un peu folle. Allez, c'est parti. Allez, la question est pour Jean-Emmanuel. Entre désinformation, chantage et vol d'identité, qu'est-ce qui nous menace le plus dans cette nouvelle ère de la manipulation automatisée ? Jean-Emmanuel.
vaste sujet, mais en fait, c'est la perte de nos infos personnelles, et puis c'est comment faire pour se sortir, de là et ne pas finalement, ça reprend un petit peu tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Et en fait, il faut se préparer le plus tôt possible. En fait, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que je m'étais dit, moi, c'est se préparer à une usurpation en gérant un maximum de choses et en mettant un minimum de choses sur ses passwords ou pour s'authentifier, activer la double authentification parce que c'est un truc qui est hyper important, et de l'argent ou des urgences. Ouais, on fait tourner la machine encore. Là, c'est parti. Pas la machine à laver, mais la machine à questions. Elle va tomber sur Christian. L'IA générative ne rend-elle pas le cybercrime accessible à Monsieur Tout-le-Monde, le fameux Monsieur Tout-le-Monde? Monsieur Tout-le-Monde, et je dirais aussi Madame Tout-le-Monde, c'est quand même important. Bonne question. Écoute, on pourrait le croire, c'est vrai que c'est très facile, mais ça a toujours été. C'est pas nouveau, c'est juste un outil supplémentaire. Les escroqueries, tout ce qu'on peut appeler autour, ça a toujours existé, même quand il n'y avait pas d'électronique, d'informatique. Ça, à l'âge de pierre déjà, ça existait déjà. Et c'est vrai que dès que ça a commencé à être plus facile, du coup, le Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde, justement, c'était plus simple aussi pour lancer des escroqueries. Donc c'est vrai que là, le cybercrime, effectivement, ça rend plus simple, ça paraît plus simple. Mais je reviens encore sur notre machine à laver qui est toujours là, qui n'a pas fini son cycle. Pour se lancer, faut quand même appuyer dessus et mettre le linge. Donc pareil, ces outils faciles, accessibles effectivement à Monsieur Tout-le-Monde. Il suffit d'aller, quand on sait le faire, à où il faut. On a le logiciel qu'on veut pour voire gratuit. Donc là, quand c'est gratuit, on se fait avoir, évidemment, on devient une cible. Mais du coup, même si on paye, d'ailleurs, on devient une cible, sans le savoir. Mais du coup, oui, c'est assez simple parce qu'on a l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Ça reste vrai, mais il y a quand même des gens qui l'ont fait. Et puis, il faut avoir l'idée de le faire. Donc, c'est accessible parce que c'est simple, comme avant, pour démarrer pour la machine à laver, il fallait aller au lavoir du coin, prendre son linge, le mettre dans la rivière, dans le ruisseau, etc. Frotter avec son savon, etc. Et c'est vrai que c'était pas simple, c'était très physique. C'est vrai que maintenant, c'est devenu accessible justement à tout le monde, Madame ou Monsieur Tout-le-Monde, parce que du coup, on appuie sur un seul bouton et la machine va savoir si le linge est très sale ou peu sale ou pas sale d'ailleurs, et elle va tout faire toute seule. Donc c'est une illusion de croire que c'est accessible à tout le monde, parce que ça reste vrai. Que c'est un outil, donc c'est plus facile qu'avant, mais du coup, il faut savoir les utiliser, et ça, du coup, il y a des esprits quand même qui sont beaucoup plus forts que les machines pour avoir des imaginaires pour faire du cybercrime. Allez, autre question, on fait tourner cette machine infernale, le sac à questions, c'est parti. C'est retombé sur Jean-Emmanuel. Ah ouais, j'ai pas de chance. Alors, on parle de détecter les deepfakes. Soyons honnêtes, les outils sont-ils vraiment à la hauteur ou est-ce que c'est juste une course perdue d'avance? Jean-Emmanuel. Moi, je pense que c'est vraiment... c'est une course perdue tant que... si tout le monde joue le jeu et qu'on ouvre les choses, on y arrivera. Mais le problème, c'est qu'il y a des boîtes qui privées, donc tu peux pas avoir accès à ce qui se passe, donc tu es obligé de faire des programmes, des algorithmes, des choses comme ça pour essayer peut-être d'y arriver, mais voilà, tout n'est pas open source, donc c'est compliqué de faire ça. Donc pour moi, on sera toujours en temps derrière. Malheureusement, alors on y arrivera peut-être un peu plus vite avec le temps, mais je pense qu'on sera toujours à la traîne. Ok, allez, autre question, on te va de la machine, merci. Question pour Alice. Comment lutter efficacement contre une fausse information quand elle va toujours plus vite, frappe plus fort et touche plus juste? Elle touche plus juste que la vérité. Comment on fait, Alice? Alors, pour lutter contre les fausses infos, on l'a dit, c'est essentiel de redoubler d'attention, de ne pas réagir sous le coup de l'émotion et surtout d'adopter des réflexes de pros comme les journalistes ou les experts en veille stratégique. Il y a des règles simples qui vont être peut-être un peu chronophages, mais simples en vrai, comme vérifier la source, sa fiabilité, faire gaffe à la date pour éviter les contenus obsolètes ou sortis de leur contexte, comparer avec d'autres sources, parce que 2 sources valent toujours mieux qu'une,
et analyser les preuves s'il y a encore un doute qui persiste. Et il y a d'ailleurs plusieurs méthodes bien rodées, dont le test CRAP, qui a été développé par Sarah Blexley à l'université de Chicago. Donc CRAP, c'est pour Currency, Relevance, Authority, Accuracy and Purpose. En français, on pourrait le traduire par APAPO. Et donc, ça fait actualité, que l'info est à jour. Pertinence, est-ce qu'elle est utile et appropriée? Autorité, qui parle avec légitimité. Précision, est-ce que c'est factuel? Est-ce que c'est sourcé? Et l'objectif, dans quel but circule cette info? Et vraiment, en adoptant ces principes, et comme on l'a dit déjà plusieurs fois, vraiment une posture critique, on va réduire non seulement notre exposition aux fake news, mais aussi leur propagation. Et comme je le disais dans les commentaires tout à l'heure, déjà, une info douteuse qu'on partage pas, c'est déjà une victoire contre la désinformation. Génial. Merci beaucoup, Alice. Alors, on a le grand plaisir d'accueillir Ati. Elle parle de web en pyjama. Elle a une pêche d'enfer. Suivez-la si vous êtes sur TikTok. N'hésitez pas à suivre son compte. Voilà, ATY. Ouais, vous la suivez sur TikTok. Merci d'amener ce rayon de soleil en ce moment sur ce sujet arnaque et putaclic. Tu es depuis le début de l'enregistrement de ce podcast avec nous. Allez, tes impressions, les sujets où tu dis tiens, il y a un point où les amis là, vous auriez dû appuyer sur ce truc-là. Qu'est-ce que tu vois comme sujet où tu dis ouais, ce sujet est tellement important. Il y a quoi comme enjeu selon toi derrière ça? Moi, je pense que l'un des principaux enjeux et où on est clairement à la traîne et on risque pas de changer, c'est vraiment au niveau de l'éducation et le fait pour les établissements publics de se saisir de ces problématiques-là. Je pense qu'aujourd'hui, dès les classes les plus petites, on devrait aujourd'hui enseigner l'IA dans ses bonnes pratiques, mais aussi dans ses risques, notamment que ce soit au niveau de la cybersécurité, au niveau du droit d'auteur, mais aussi au niveau de l'identité et de ce à quoi il faut faire attention aussi, notamment quand on est une jeune personne, ne serait-ce que dans le partage de nos informations, dans les contacts qu'on va se faire, notamment quand on va avoir, je pense aux adolescents, tu sais, une période un peu charnière où on va être à la fois en recherche d'attention de sa propre identité, etc., et qui sont des périodes où on peut être pas toujours très malin et où beaucoup de choses peuvent se jouer si on fait des erreurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, au niveau de l'État et des ministères, notamment de l'éducation, on est complètement à la ramasse. On fait aujourd'hui comme si l'IA n'existait pas, comme si c'est quelque chose qui allait passer, qu'on allait arrêter d'en parler d'ici quelques mois, plutôt que de s'en saisir tout de suite et d'essayer au plus tôt de pouvoir faire en sorte que les gamins grandissent avec ça de la manière la plus saine possible et en se protégeant. Et c'est hyper problématique parce qu'on loupe le coche avec toutes les générations qui vont continuer d'évoluer là-dedans et qui ne seront pas accompagnées et qui, de toute façon, au quotidien, seront confrontées à ces technologies-là. Je vais demander à Hubert de réagir là-dessus parce que toi, Hubert, tu donnes des cours, tu es en contact avec un très grand nombre de cette nouvelle génération. Comment ils perçoivent le sujet? Ils ont des clés de lecture telles que, je dirais peut-être la génération, la Gen Z avait des clés de lecture très rapidement sur ce qui se passait sur du Facebook et autres et avait une capacité à détecter quand ça sentait pas bon, cette histoire. Là, par rapport à l'IA, tu sens qu'ils ont passé la seconde ou au contraire, ils sont un peu paumés? Comment tu vois les choses? Pour moi, ils sont totalement inconscients, ils n'ont pas bien capté ce qu'on pouvait faire avec. Ils l'utilisent, eux, pour se faciliter la vie de tous les jours, un peu comme ils utilisaient Facebook en son temps, Instagram en son temps, TikTok, Snap. Ils ont la vision utilisateur, mais ils n'ont aucune vision de ce qu'on peut faire avec, de la profondeur de l'outil. Ils n'ont aucune idée de comment on peut l'exploiter professionnellement. Ils s'en servent pour publier leurs images dans Insta et pour publier et pour faire leurs devoirs dans ChatGPT, dans Perplexity ou dans Gemini ou n'importe lequel autre. Mais ils n'ont pas conscience de ce qu'on peut faire avec. Ils n'ont pas de véritable cours qui décortique l'IA, qui montre les limites. Et je fais une conférence notamment qui s'appelle No Limits et qui explique à quel point l'IA n'a pas de limite et à quel point l'IA est liquide. C'est un peu comme de l'eau, ça se répand partout, ça vient dans la santé, ça vient dans les matériaux, ça vient dans la recherche, ça vient dans la sécurité, ça vient dans l'armée. C'est un liquide qui se répand partout et par moments c'est une vague qui va nous submerger.
et il va falloir bâtir des digues. Alors, si la vague submerge trop, on est vraiment dans la merde et on bâtit les digues à contretemps. Si on est prévoyant, on bâtit la digue avant et on espère que ça dépassera pas le niveau. Mais l'eau, c'est l'eau. L'eau, ça a nos limites, ça s'infiltre partout. Il faut vraiment faire attention à ça. Et moi, ma vision de ce que font les jeunes, je les ai, moi, entre 20 et 25 ans. Entre 20 et 25 ans, ils sont total inconscients. Mais j'ai pas des ingés, hein. J'ai des écoles de commerce. Donc là, total inconscient. Il faudrait voir des ingés et il faudrait voir des un peu plus jeunes. Ça, je n'ai pas accès aux plus jeunes. J'ai pas de casier pour ça, mais j'ai pas accès aux plus jeunes. Donc il y a ce côté d'éducation. Alors je sais pas si on s'en sortira aussi avec un peu de réglementation. Enfin bon, je pense que c'est pas forcément la solution. Christian, moi j'ai une question parce que toi tu connais bien je dirais un peu tous ces sujets en termes de réglementation. Pourquoi la réglementation avance peut-être à la vitesse un peu d'un escargot alors que les arnaqueurs, eux, ils foncent en mode totalement supersonique? La vitesse d'un escargot, peut-être même moins vite qu'un escargot. D'accord. Déjà, ils avancent. Écoute, c'est vrai qu'ils avancent. Alors, du coup, c'est vrai que pour certains, ça avance trop loin. Ça va très lent, mais ça va beaucoup plus loin parce que quitte à freiner l'innovation. Donc là, c'est ce que j'entends. Mais c'est vrai que les réglementations est une obligation. Alors, du coup, il y en a plusieurs de réglementations. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure. Il y en a d'autres qui vont encore sortir cette année, l'année suivante. C'est très lent parce qu'il faut que ce soit voté, il faut que ce soit concilié. Donc c'est des gros groupes de travail et c'est vrai que malheureusement en faisant ça, c'est un peu comme on a des institutions du coup en Europe et du coup en France, c'est un peu comme le fonctionnement des grosses entreprises. Donc on connaît très bien ça. Pour résumer, il y a des validations N+1, N+2, etc. pour arriver à un projet à aboutir. C'est vrai que quand on est plus petit, indépendant. Donc une start-up aussi, donc on peut aller très vite parce que du coup on est partie prenante, donc on décide, on fait l'action, on met en place. Donc c'est ce qui se passe avec ceux qui du coup détournent les machines pour faire des actes frauduleux ou autres. Donc c'est vrai ou pas parce qu'on parle beaucoup de ça ce soir parce que c'est le sujet, mais il y a aussi des jolies choses qui sont faites avec les machines. Mais c'est vrai que du coup ça va beaucoup plus vite parce que l'arbre de décision est beaucoup plus court et c'est vrai que du coup les institutions et puis dès qu'il y a des N+1, N+2, N+3, c'est un petit peu ça, je résume, mais c'est pas trop ça. Mais pour résumer, pour imager, en fait, mais c'est vrai que du coup, à chaque fois, quand on arrive à N+3, il faut quand même vérifier que ça rentre pas en contradiction avec le +1, par exemple, et puis voir si il n'y a pas eu le service d'à côté, on n'est pas en conflit. Titre d'exemple, la RGPD, IA Act, du coup, voilà, donc là, ils ont réussi à se parler pour pas que ça rentre en conflit, parce qu'au début, les deux textes, ils n'étaient pas ensemble du tout, ils allaient à l'opposé. Donc c'est vrai que là, du coup, ils font des efforts, donc ils se parlent. Quand je parle d'efforts, c'est qu'ils se parlent entre institutions. Donc c'est vrai que c'est très très lent parce qu'on est très très grand derrière. Ouais. Moi, j'aurais tendance, mais je vais passer le micro à Jean-Emmanuel parce que c'est un peu notre maître à tous en termes de droit et de ce qui peut se passer sur les risques qu'il y a derrière. Moi, j'aurais tendance à être du côté plutôt d'Ati en disant finalement, et de toi Hubert, fonçons pour donner les clés de compréhension et ça ne marchera que si on encourage entre guillemets les usages. C'est-à-dire que c'est en se frottant à la réalité qu'on peut aller aussi vite que ceux qui tentent d'arnaquer, alors que si on est sur le temps long de la réglementation, et il est nécessaire ce temps long, mais il est trop long. Donc en fait, il va amener un socle, mais il amènera peut-être un peu plus tard. Donc je pense que le principal sujet, c'est d'apprendre en faisant. Je ne sais pas si Ati, tu partages ça, c'est-à-dire que c'est s'y mettre, ce qui permet d'avoir un regard un peu plus affûté. Moi, je me souviens de l'un de mes enfants, de mes garçons, je l'ai mis sur Facebook à l'âge de 10 ans, et il avait 10 ans, il le voulait, et on a passé un pacte du permis de conduire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dit OK, mais on va apprendre à conduire ensemble. De façon à ce qu'il soit à l'aise, et il a pu déjouer des gens qui essayaient de faire des trucs qui étaient pas nets. Donc en fait, c'était aussi une façon d'y aller et ne pas attendre le vivre en théorie. Et moi, je pense que c'est peut-être la meilleure pratique pour les plus jeunes. Je sais pas, Atis, ce que toi tu en penses, ou toi Hubert là-dessus. Moi, je suis d'accord dans le sens où de toute façon, les jeunes vont se saisir de ces outils-là, étant donné qu'ils naissent avec et que il y a une forme de facilité aussi pour certaines tâches qui peuvent être considérées comme hyper désagréables pour eux. Je pense aux devoirs, je pense aux révisions, je pense aux lettres de motivation, au CV. C'est des choses qui vont être facilitées aujourd'hui par
par l'IA et de toute façon, ils vont apprendre sur le tas. Mais le problème, c'est que ça peut... Désolée, je ne sais pas ce que c'est que ce... Non, c'est parce que j'ai un objectif atteint, j'ai une palanquée de roses offerte par énormément d'admirateurs et d'admiratrices pendant ce live, donc merci beaucoup. C'est la fête. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que si on leur donne pas ce qu'il faut en termes d'information, c'est qu'ils vont apprendre à leurs frais. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'on peut envoyer toute une génération, je ne vais pas dire à l'abattoir, mais en tout cas au devant de gros problèmes. Encore une fois, en ce qui concerne la confidentialité, l'identité, enfin, on l'a vu par exemple avec les débuts d'Internet, des réseaux sociaux, tout ce qui concerne, on va dire, tout ce qui est nude et ce genre de choses et tout le manque de sensibilisation, mais il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui n'ont pas été éduqués à ça et qui aujourd'hui en payent les frais pour toute leur vie. Et combien de jeunes qui se sont retrouvés à faire des TS et à mettre fin à leur jour parce que finalement ils se sont retrouvés tout seuls face à des trucs comme ça. Moi j'ai peur qu'aujourd'hui avec l'IA, la capacité qu'on a à récupérer le visage de quelqu'un et à le poser sur n'importe quelle image et situation, il faut les accompagner ces gamins parce que sinon ils vont au devant de gros problèmes et ils vont apprendre à leurs frais. On parlait d'apprendre à ses frais. Jean-Emmanuel, j'aimerais que tu nous rappelles quelques petits chiffres en fait, qui me permettent aussi de réfléchir aux conséquences, au-delà de se faire avoir. Hein, vas-y. Je vais faire un peu le rabat-joie. Enfin, c'est vrai que l'IA, ça peut être sympa, on peut faire plein de trucs avec, on peut s'amuser, mais il y a des choses qui... dans la vraie vie, quand on fait une escroquerie, c'est passible de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Une contrefaçon, c'est 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Et collecter des données, c'est jusqu'à 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Donc ça veut dire quand même que vous pouvez jouer, mais si vous vous faites attraper, vous allez payer. Voilà. Ok, donc faites gaffe quand même et puis surtout vous faites pas avoir. Moi je rejoins. Je voudrais que, parce que ce live est proche de se terminer, on a fait un beau live tous ensemble. Grand merci à vous tous, c'est un beau sujet cette arnaque et puis il y a clic. On verra pour un autre sujet bientôt. Je voudrais qu'on fasse peut-être un tour avec vous tous là qui êtes avec nous, monter sur la table pour prendre le micro. En un mot, le mot de la fin que vous aimeriez donner en tant que cadeau à celles et ceux qui nous écoutent sur ce podcast disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres. Voilà, le mot de la fin peut-être. Christian, ça serait quoi ton mot de la fin ? Juste en un mot. Écoute, je vais faire un hashtag. Dans ce cas, il faut rester curieux. Donc, je dirais le mot curieux. Curieux, ok. Jean-Emmanuel, ton mot de la fin ? Attentionné. Attentionné, super. Ati, ton mot de la fin ? Sans grande surprise, éduquer vos proches. Éduquer vos proches, ouais, c'est bien, j'aime bien. Alice ? J'allais dire éduquer, donc je vais prendre accompagnement. D'accord, c'est bien, vous êtes la paire toutes les deux, c'est cool. J'ai Hubert, allez, on finit en beauté avec Hubert. L'IA, c'est nos limites. L'IA, c'est nos limites. Waouh, une fois, vous voilà prévenu, l'IA, c'est nos limites. Ok, un grand merci à vous tous et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Vous pouvez faire plusieurs choses pour nous aider. La première chose, vous pouvez aller nous suivre sur YouTube. On a cette chaîne Connected Mate, voilà. Donc vous venez vous inscrire et puis regarder un peu les vidéos, partager, etc. On va essayer de la faire grandir cette chaîne, on fera des lives aussi probablement. Et puis si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, vous mettez la piste aux étoiles, n'hésitez pas à mettre au moins 5 étoiles. Sur Apple ou sur Spotify, mettez aussi un commentaire, ça aide à l'algo, ça le fait grandir. Et puis si vous aimez l'IA, si vous avez envie d'aller encore un peu plus loin, je vous conseille de vous abonner à ma newsletter qui s'appelle 100% IA. L'adresse c'est bonjourppc.substack.com. Voilà, et puis vous avez 2 éditions par semaine avec ce rendez-vous finalement avec les IA pour décoder, parce que comme le disait Hubert, ça va à fond la caisse. Donc il y a besoin de connaître un peu les clés pour décoder tout ça. Un grand merci à vous tous. On va lancer le jingle final et puis on se retrouve très très vite pour un prochain épisode enregistré en direct. C'est parti, mes amis, je lance le jingle. Il est là, le voici. Connected Mate.